Imaginez un peu la scène. Un avocat expérimenté, 30 ans de métier, Steven Schwartz, il se présente devant un juge fédéral et là, bam, le juge qualifie sa plaidoirie de bidon, carrément. Basé sur des décisions de justice qui n'existent pas. C'est assez fou comme point de départ pour notre discussion aujourd'hui. Alors, le contexte rapide, c'était une affaire Roberto Matta contre la compagnie aérienne Avianca. Le problème pour Schwartz, c'était de trouver des cas, des jurisprudences pour contrer l'argument du délai de prescription, un truc assez technique. Le souci, c'est qu'il n'avait pas une grande expérience en cour fédérale et bon, peut-être un budget limité pour les outils de recherche hyper pointus. Alors son idée, utiliser ChatGPT. Ah oui, la solution miracle sur le papier. Exactement. Et au début, ça a l'air de marcher. ChatGPT lui sort 6 affaires parfaites apparemment. Lui et son collègue Peter Le Ducasse, ils valident ça, hop, dans le dossier et ils envoient au juge. Classique. Sauf que, Bah oui, sauf que les avocats de l'autre côté, ils trouvent rien. Le juge non plus. Alors ils demandent des précisions, et là, au lieu de vérifier, de se dire mince, il y a un problème, Schwartz fait quoi? Il redemande à ChatGPT. Incroyable. Il lui demande des extraits des fausses affaires, c'est ça, ouais, pour prouver qu'elles existent. Résultat, le juge parle de, je cite, charabia juridique. Schwartz finit par avouer qu'il a utilisé ChatGPT en pensant que c'était fiable. La sanction tombe, 5 000 $ d'amende, et bon, la réputation, elle en prend un coup. Aïe, ça fait mal. clairement. Et ça nous amène à la question, mais pourquoi? Pourquoi ChatGPT a inventé ces trucs? On parle d'hallucination de l'IA, c'est ça? C'est exactement le terme. Une hallucination pour une IA, c'est quand elle affirme quelque chose de faux, mais avec une assurance déconcertante. C'est pas comme un bug classique, c'est vraiment lié à sa manière de fonctionner. D'accord, mais comment ça arrive concrètement? Alors, il y a plusieurs raisons qui se combinent. La première, c'est les données d'entraînement. L'IA apprend sur des quantités astronomiques de textes qui viennent d'Internet. Et sur Internet, il y a de tout. Du bon et du moins bon, j'imagine. Voilà, il y a du contenu de qualité, mais aussi des erreurs, des opinions biaisées, des fake news, des manipulations. L'IA, elle absorbe tout ça, sans filtre parfait. Donc, même avec la meilleure volonté, la base de données n'est jamais totalement propre. À cette échelle, c'est quasi impossible. Et la deuxième raison, elle est fondamentale. L'IA, son but, ce n'est pas de dire la vérité. Son but, c'est de générer la suite de mots la plus probable statistiquement. Ah, c'est ça le truc. Elle cherche pas le vrai, elle cherche ce qui sonne bien. Exactement. Elle assemble les mots pour que la phrase soit cohérente, qu'elle ressemble aux phrases qu'elle a vues des milliards de fois. Et parfois, une affirmation fausse, mais bien tournée, est statistiquement plus probable pour elle qu'une vérité un peu plus complexe ou rare. Je vois. Dans le cas de l'avocat, une fausse décision bien formulée a pu sembler plus logique pour l'IA. Tout à fait. Et ça nous mène à la troisième raison. L'IA ne comprend pas le sens de ce qu'elle dit. Elle manipule des symboles, les mots. Elle sait que Tour Eiffel et Paris apparaissent souvent ensemble. Mais elle ne sait pas ce qu'est une tour, ce qu'est Paris, la relation physique entre les deux. Elle n'a pas de conscience du monde réel. Donc ce mélange données imparfaites, objectif de probabilité et absence de sens profond, ça crée le cocktail parfait pour les erreurs, les hallucinations. D'accord, c'est plus clair. Mais alors, comment on fait? On arrête d'utiliser ces outils ou il y a une façon de les utiliser plus prudemment? Heureusement, oui, il y a des pistes. Des chercheurs, notamment chez Meta, ont travaillé sur une méthode assez maligne, la chaîne de vérification. L'idée de base, c'est de forcer l'IA à s'autocritiquer, si vous voulez. S'autocritiquer. Comment ça? En gros, ça se passe en 4 étapes. D'abord, on pose la question initiale, comme l'avocat. Trouve-moi des jurisprudences sur X. L'IA donne sa première réponse, brute. Ok, l'étape classique. Ouais. Mm. Ensuite, étape 2, on lui demande « Ok, maintenant, liste-moi les questions que tu devrais te poser pour vérifier si ta réponse est exacte. » On lui demande de jouer au fact-checker sur son propre travail. Ah, intéressant. On la force à réfléchir aux points faibles potentiels. Par exemple, Par exemple. l'affaire que j'ai citée, elle existe vraiment. C'est quoi les références exactes? La date est bonne. Les conclusions que j'ai données sont correctes. Des questions très factuelles. D'accord. Et après, Étape 3. étape 3, on lui dit « Maintenant, réponds à ces questions que tu viens de lister. » Et c'est là que ça devient crucial. Pour répondre, elle doit souvent rechercher des preuves. Et c'est là qu'elle peut se rendre compte qu'elle a inventé un truc. Ça ne correspond pas à ce que j'ai dit initialement. Elle identifie elle-même les failles. C'est malin.
Elle se confronte aux faits qu'on lui demande de chercher. Et la dernière étape, étape 4, on lui demande de rédiger une réponse finale, mais cette fois corrigée, en tenant compte de toutes les vérifications qu'elle vient de faire. Le résultat est généralement beaucoup plus fiable. C'est une super approche, mais j'imagine que ça a des limites. Ça doit être plus lent, non? Et c'est fiable à 100%? Alors oui, ça peut ralentir un peu le processus, c'est sûr. Et non, ce n'est pas infaillible à 100%. La vérification humaine, surtout pour des choses aussi critiques que du juridique, reste absolument indispensable. Bien sûr. Mais cette méthode, disons, elle réduit considérablement le risque d'erreurs grossières comme celle de l'avocat. C'est un bon moyen d'améliorer la fiabilité sans tout jeter. Du coup, l'histoire cet avocat, ce n'est pas juste une anecdote pour faire peur. C'est surtout une leçon sur l'importance de comprendre comment ces outils fonctionnent. On ne peut pas juste leur faire confiance aveuglement. Tout à fait. On doit être des utilisateurs actifs, pas passifs. Et cette méthode de vérification montre qu'on peut guider l'IA vers un comportement plus rigoureux. C'est exactement ça. Le changement clé, c'est de passer de l'utilisateur qui subit les erreurs à celui qui pilote l'IA, qui la pousse à vérifier. La vigilance, la méthode, c'est ça qui permet d'exploiter leur potentiel immense sans tomber dans tous les pièges. Une collaboration plus intelligente ensemble. Voilà. La question n'est peut-être plus seulement qu'est-ce que l'IA peut faire, hein, mais plutôt comment nous humains pouvons-nous apprendre à mieux travailler avec elle. C'est là tout l'enjeu.